Merci beaucoup. On a Maud dans le chat qui nous pose une question sur les réseaux sociaux. Donc, elle nous dit l'émergence des réseaux sociaux a facilité la rencontre de djihadistes et volontaires du djihad. Pensez-vous que sans les réseaux sociaux, les mécanismes de radicalisation seraient totalement enrayés, que les djihadistes adopteraient d'autres méthodes? Et donc, après cette question, quelle est la place des réseaux sociaux dans le recrutement des djihadistes? Je vous remercie. Je vais commencer par la toute dernière question. Les réseaux sociaux, ce sont trois choses. C'est un lieu de mobilisation, de fédération, de recrutement. En tout cas, c'est un lieu de mise en contact. C'est la première chose. Les réseaux sociaux fédèrent une communauté. La deuxième chose, c'est que les réseaux sociaux sont un lieu de préparation opérationnelle. La troisième chose, c'est que les réseaux sociaux sont un lieu de revendication. Première chose, donc, les réseaux sociaux, lieu de fédération, de recrutement. Les réseaux sociaux sont un moyen de diffusion de la propagande pour les organisations terroristes, et étant un moyen de diffusion de la propagande, ils vont aller agréger des personnes qui sont réceptives, selon une intensité diverse, à cette propagande. Et ils vont permettre de les mettre en lien, et de les mettre en lien de façon beaucoup plus massive et beaucoup plus facile que si ces outils numériques n'existaient pas. Parce que si on remonte 20 ans en arrière, quand vous vouliez rallier Al-Qaïda, c'était quand même beaucoup plus difficile que de vouloir rallier aujourd'hui une organisation terroriste comme Daesh ou même encore comme Al-Qaïda qui peut s'exprimer sur les réseaux sociaux. Donc c'est d'abord cela. C'est un lieu de préparation opérationnelle, le réseau social. C'est-à-dire que le réseau social, depuis notamment les messageries, depuis des chaînes Telegram. Alors, Telegram, on n'est pas exactement sur un réseau social, mais comme il y a des chaînes et des groupes, on peut considérer que le fonctionnement est analogue. Eh bien, vous allez pouvoir préparer vos opérations et ainsi vouloir trouver des cibles, vous organiser, trouver un appui logistique, du matériel, des soutiens financiers. Bien sûr, il y a de micro-levées de fonds. Enfin, vous pouvez imaginer tout cela, et donc c'est une facilité importante. Et enfin, les réseaux sociaux sont un lieu de revendication. C'est souvent sur les réseaux sociaux que les organisations terroristes ou les auteurs d'attentats terroristes, pensez à Abdullah Kanzorov, que fait-il immédiatement après avoir s'en être pris sauvagement à Samuel Paty? Il prend une photo de la tête de Samuel Paty sur le trottoir et il la diffuse sur Twitter à travers deux tweets, un premier tweet avec la photo et un communiqué de revendication, en tout cas un texte qu'il avait préalablement rédigé sur le bloc-notes de son téléphone portable, et il fait un deuxième tweet immédiatement après pour désigner l'identité de sa victime. Donc c'est le lieu de revendication. Et étant un lieu de revendication, ça devient aussi un lieu de mobilisation, et la boucle est bouclée. Et donc en cela, la réponse est bien évidemment oui. Sans les réseaux sociaux, la progression des organisations terroristes aurait été à minima plus lente. Maintenant, une fois qu'on a dit cela, qu'est-ce qu'on peut espérer des réseaux sociaux? Deux choses. On peut espérer qu'ils soient un adjuvant des forces de sécurité des services de renseignement. On peut espérer qu'ils soient plus coopératifs avec les services d'enquête et les services de justice. Sur le premier point, adjuvant, est-ce qu'il pourrait être une aide? Cela se discute. Est-ce qu'on a vraiment vocation ou est-ce qu'il est vraiment nécessaire que les réseaux sociaux se substituent à nos services de renseignement, à nos services de police pour modérer, censurer des contenus? Et selon quelles règles? Est-ce qu'il faut leur confier une telle tâche? Et est-ce que ce sont aux algorithmes des réseaux sociaux de lutter contre la haine en ligne? Bon, c'est un premier bloc de questions que je vous livre. En revanche, là où je suis plutôt affirmatif sur la réponse, c'est sur le deuxième niveau de question, c'est des réseaux sociaux doivent-ils coopérer et collaborer avec les services de police et les services d'enquête? De mon point de vue, la réponse est oui. Du point de vue des réseaux sociaux, la réponse n'est pas toujours. C'est-à-dire que quand on voit que des réseaux sociaux, les réquisitions judiciaires, tardent à donner des informations sur les détenteurs de certains comptes, les utilisateurs de certains pseudonymes, et les comptes qui ont été qui ont été en lien ou qui ont correspondu récemment, personnellement, cela me choque. Et cela me choque parce que dans le cadre d'une enquête judiciaire qui est conduite instruite par des magistrats, on ne devrait pas pouvoir objecter que parce que son siège social est en Irlande ou je ne sais où, on se soustrait à des règles de droit alors qu'en même temps, sur le territoire en question, on se livre à une activité commerciale. À un moment donné, il faut choisir. Si vous voulez exercer une activité commerciale, vous soumettez pleinement aux lois du pays en question. Et il ne me semble pas que ce soit contraire à l'état de droit qu'un magistrat requiert qu'on lui livre des informations dans le cadre d'une enquête judiciaire.
Bien au contraire, c'est parfaitement prévu par la Constitution. Donc à partir de là, il y a au moins un enjeu qui est qu'à très court terme, les réseaux sociaux coopèrent. Et il faut rajouter à côté des réseaux sociaux les applications mobiles, parce que le chiffrement de bout en bout, bien évidemment, vous comprenez que ça ralentit le travail des services d'enquête, mais que ça facilite la correspondance entre terroristes. Merci beaucoup, Monsieur Fard. Je reprends une question du chat d'Alexis qui dit qu'à ce jour, les attentats sont faits avec des armes blanches, des explosifs, des armes à feu, des véhicules béliers. Qu'en est-il de risques d'attentats cyber, des armes nucléaires, biologiques, chimiques? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, en fait, le mode opératoire, il peut être peu complexe jusqu'à très complexe. Donc, recourir à une arme nucléaire, recourir à des moyens bactériologiques ou chimiques, c'est du très complexe. L'arme nucléaire, on n'y accède pas comme ça. Et même si certains États qui sont considérés par les États-Unis comme des États voyous ou comme des États infréquentables se sont lancés dans des programmes nucléaires, il n'est pas certain, même dans le cas du Pakistan, que demain ils aient envie forcément de livrer cette arme nucléaire à une organisation terroriste qui en ferait un usage de destruction de masse. Ça demande tout de même une certaine force de conviction de l'organisation terroriste en question et au demeurant, ça demande un certain niveau de complexité, de sophistication, peut-être la sophistication la plus extrême. Peut-être que la sophistication est moindre dans le cadre des attentats bactériologiques, mais tout de même, ça veut dire que vous allez à l'Institut Pasteur, ça veut dire que vous savez vous procurer une souche virale, ça veut dire que vous savez la conserver sans qu'elle se détruise, ça veut dire que vous savez comment la diffuser, puisque si demain vous allez avec votre petite éprouvette de virus super mortel dans une station d'épuration d'eau qui est gérée par un opérateur comme Veolia ou Suez, bon courage. Bien, ça demande quand même un niveau de connaissance, de préparation et même de méthode qui est fort heureusement pas à la portée du premier venu, sans compter que tous ces actes préparatoires, parce qu'ils sont complexes, vous rendraient détectables ou plus facilement détectables par nos services de renseignement. Alors ça ne veut pas dire que ça n'est pas possible, mais ça veut dire en tout cas que c'est très difficile à mettre en œuvre. Maintenant, en considérant la cyber, le niveau de difficulté n'est pas le même. Et puis, il n'y a pas que le niveau de difficulté, il y a aussi la capacité qu'auraient nos services à détecter. Et ça, il est vrai qu'il y a une vulnérabilité importante. Ça ne veut pas dire que nous serions particulièrement faibles en la matière. On a des services de renseignement qui sont équipés de directions techniques. On a une politique publique de cybersécurité qui, dans le cas de la France, est quand même très développée, avec notamment le rôle majeur de l'Agence nationale de sûreté des systèmes d'information, l'ANSSI. Mais néanmoins, il est vrai qu'une attaque cyber terroriste pourrait faire des dégâts colossaux si on venait, dans le cadre d'une ville qui se serait, par exemple, qui aurait mis en place un système de smart cities, si on venait à dérégler les feux tricolores d'un carrefour à feu, si on prenait le contrôle d'objets connectés dans un hôpital, si on en venait à dérégler une centrale nucléaire. Bon, vous voyez bien que tout cela présente des risques. Alors, dès l'instant où vous êtes opérateur d'importance vitale, la loi de programmation militaire vous oblige à des mesures particulières en matière de résilience de votre infrastructure numérique et cela donne lieu à des inspections et ces opérateurs ne plaisantent pas. Pour autant, la menace existe. Maintenant, nous essayons de nous y préparer, mais le risque zéro n'existe pas. Et il est vrai que la cyber, c'est un champ qui est pris très, très au sérieux par nos services de renseignement et même par le ministère des Armées sur des méthodes qui seraient des méthodes, y compris contre-offensives, puisque nous avons également une cyberarmée.